Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la députée européenne Virginie Geron. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur le plateau de François. C'est la première fois que vous venez, même si on vous a interviewé à plusieurs reprises. Donc, je rappelle, vous êtes députée européenne depuis 2019, conseillère régionale du Grand Est. Après avoir été conseiller régional du Grand Est, vous êtes membre du groupe Identité et Démocratie affilié au Rassemblement national. Comme ça c'est pour le pédigré, on va dire. Et ça permet d'expliquer un petit peu certaines de vos positions. Durant la crise du Covid, vous êtes illustré par vos prises de position allant à l'encontre de la politique sanitaire et de certaines positions du gouvernement, parfois même de manière beaucoup plus tranchée que votre propre parti, à qui parfois les Français ont reproché d'être un peu plus passifs, notamment dans la critique de la politique sanitaire. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est une opportunité dans cet entretien essentiel de parler de tous les sujets, parce que chez François on peut parler de tous les sujets, bien sûr en respect de toutes les normes et de toute la déontologie journalistique. Alors pour commencer, quand même, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du décès de Montagnier. Hier, dans un space, donc une émission live sur Twitter, vous avez dit que vous iriez au Père-Lachaise déposer une rose en son honneur, à sa mémoire, on va dire. Vous y êtes allé ? Pas encore, parce que je viens d'arriver de Paris. Je vous remercie pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, c'est la première fois que je suis ici, mais on avait eu l'opportunité d'échanger, de travailler ensemble. Donc je suis très heureuse d'être ici. Effectivement, le 8 février, ça me rappelle effectivement le décès de Luc Montagnier. Et surtout, ça me rappelle le fait qu'il n'y a pas eu d'hommage national. Et je le regrette parce que malgré ces prises de position qui ont été critiquées par le gouvernement et beaucoup de scientifiques et peut-être d'anciens de ses pairs, je trouve regrettable qu'on se soit rappelé que de ces derniers instants alors qu'il a eu un parcours exceptionnel, prix Nobel de médecine. Donc là, je profite de venir ici pour aller me recueillir auprès de sa tombe parce que c'est quand même dans ce flou, dans cette pénombre qu'on a vécue pendant 2 ans, on a eu besoin de phare. Et il fait partie de ces gens qui m'ont, à un moment donné, ouvert l'esprit, et surtout un esprit critique. Pourquoi, du jour au lendemain, on s'attaque à ces pontes ? Pourquoi il y a un tel acharnement contre ces professeurs ? Je pense aussi au professeur Perron, au professeur Raoult, et puis d'autres médecins qui aujourd'hui, à qui on enlève leur métier qu'ils ont eu depuis des années. Donc voilà, ça me permet d'aller là, et puis de reparler et de pas oublier, parce qu'il faut pas oublier ces tristes instants que certains ont vécu, parce que c'était pas à la hauteur de la nation. Et heureusement que le peuple était là et l'a soutenu jusqu'au Père-Lachaise. Alors vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'hommage national, j'appelle ça une absence d'hommage administratif, puisque au fait il a quand même eu l'hommage du peuple. Pour vous, c'était quoi, une démonstration de la partialité, du sectarisme du gouvernement ? Oui, tout à fait, ça faisait partie de ce narratif dominant où, à un moment donné, on n'avait plus le droit de critiquer, de se poser des questions, d'avoir un avis divergent par rapport à une volonté de n'entendre qu'une seule voix autour de cette stratégie du vaccin qui était la clé à la solution par rapport à ce virus. Et donc, il a fait partie de ces gens qui ont dévié de cette ligne. Et je regrette que cette attitude a été présente jusqu'à sa mort. Donc c'est pas honorable et il faut le rappeler encore aujourd'hui parce que malheureusement cette chasse à l'homme continue. On le voit auprès encore de médecins, de pharmaciens et même de la presse. Il faut que ça s'arrête. C'est pas l'idée, l'esprit que j'ai du triptyque de la France: liberté, égalité, fraternité. Alors on sait que donc vous venez de parler un petit peu du fait que les médecins, les scientifiques, la presse, quand ils parlent aujourd'hui, on essaye de les tuer, on essaye de clôturer leur voix. Aujourd'hui débutent les assises sur le complotisme et sur la Miviludes, une forme d'inversion accusatoire. Mais ça fait partie de leur stratégie de tuer, de dénigrer. D'ailleurs, pourquoi on utilise le mot complotiste ? C'est un mot qui tout de suite vous catégorise et vous discrédite. Donc, ce sont des outils qui sont liés à la manipulation de l'information et pour dénigrer et pour exclure de la société un courant de pensée qui ne va pas dans leur sens.
Donc effectivement, ils continuent à mettre en place des études, comme l'avait dit, des assises qui veulent rien dire sur le fond. En plus, souvent, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas compétents en la matière. On l'a bien vu avec les fact-checkers, ça sort de nulle part. Ils ont écrit peut-être un article dans leur vie et ils deviennent des fact-checkers, alors que quand même le métier de journaliste, c'est une expertise, c'est une expérience, c'est un code de déontologie. Et on s'est rendu compte avec cette crise Covid que toutes ces valeurs ont été balayées d'un revers de la main pour une stratégie sans doute pensée par McKinsey. Et encore aujourd'hui, elle perdure. Et c'est dramatique. Et moi, je le vois au sein de l'Union européenne via la Commission, qui, elle aussi, dans tous ses rapports, intègre cette notion de désinformation. Donc, plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité d'échanger en commission pour leur demander, mais définissez-moi ce que c'est l'information. Ils sont incapables de définir ce que c'est la désinformation. Et on se rend bien compte que dans leur rapport ou dans leur discours officiel, c'est une ligne de pensée. On le voit, moi je le vois en commission Covid. Dès qu'il y a un mot qui remettrait en question le vaccin, en parlant juste d'effets secondaires, on est tout de suite censuré ou tout de suite on nous attaque pour complotisme. Donc on n'a pas le droit de poser des questions. On a le droit de poser des questions, mais on voit que ça les agace, mais on n'a surtout pas de réponse. Alors voilà, on peut poser des questions parce qu'on a quand même encore un peu cette liberté, mais les réponses, on les a jamais. Vous pouvez regarder toutes ces auditions, pourtant les questions sont précises et claires, aucune réponse à chaque fois. Alors, j'en profite, mais juste la seule réponse qu'on a eue lors de ces auditions qui nous a servi, c'est celle de Pfizer, de mon collègue Rob Bruce, qui lui, pour le coup, parce que comme ça fait presque 1 an qu'on est en commission, on a vu comment il fonctionnait. Ils savent très bien qui nous sommes, et à chaque fois qu'on arrive avec nos questions, ils savent très bien que ça va pas être la question qu'ils souhaitaient. Donc, en amont, ils savent qu'ils vont pas nous répondre. Et là, Rob Bruce, parce qu'on s'était... Rob Bruce, il est député néerlandais. Député néerlandais et du groupe ECR, qui fait pas partie du groupe ID. Et on s'était, en amont, on s'était entretenu pour dire, voilà, moi je vais poser telle question, toi celle-là, pour qu'on soit... C'est pas complotiste de s'entretenir avant? Ben non, on s'organise, c'est de l'organisation pour être plus efficient. Et donc, on a fait cette petite réunion en disant, voilà, moi je vais poser une question sur les effets secondaires, toi, et donc on s'était réparti les tâches. Et lui, il a pas, parce que comme on a 2 minutes de temps de parole, on se dit, on va utiliser les 2 minutes. Lui, il a dit, je vais pas les utiliser, ma question va être précise, claire, et je veux la réponse. C'est pour ça qu'il a été direct, il a pas parlé pendant 3 heures, et c'était oui ou non. Et là, il s'attendait pas à ce type de questions, puis vous savez, comme dit, ça faisait 6 mois que nous faisions ce type d'exercice, donc il pouvait voir comment on allait les attaquer. Et là, elle s'était pris les pieds dans le plat, elle n'a pas pu répondre, ne pas répondre à la question. Et donc, on a eu cette réponse fameuse qui a fait le tour du monde. Et pour nous, voilà, enfin, après 6 mois de travail, on a obtenu cette réponse et qui aujourd'hui est importante parce qu'elle remet en question toute la stratégie de la 4e et 5e dose. La question, c'était quoi qu'il a posé exactement? Il a posé à Pfizer, à Jenny Small, parce que M. Bourla... La représentante de Pfizer. Représentante de Pfizer, parce que M. Bourla... qui sans doute avait vu les auditions auparavant, puisqu'avant on avait eu le même type d'audition avec Moderna et d'autres laboratoires, où là effectivement c'était bien les PDG qui étaient venus nous voir. Ils ont bien vu qu'on n'était pas là pour leur poser, pour les féliciter, on était là pour poser aussi des questions qui fâchent, entre guillemets, ben, ça fait partie du jeu. Et donc la question c'était de savoir, est-ce que quand ils ont mis sur le marché le vaccin, est-ce qu'ils ont testé le fait que ça empêchait la contamination? Et elle rigole, en plus elle sourit, elle dit mais non, forcément, il y avait une vitesse pour la mise en place sur le marché de ce vaccin. Non, on n'a pas fait ce type de test. Et dans sa réponse, c'était tellement évident qu'elle s'est même pas rendue compte des conséquences que ça allait avoir, parce que nous, on nous avait vendu pendant 1 an et demi que le pass sanitaire a été mis en place juste pour ça, pour empêcher la diffusion du virus par une vaccination liée à la mise en place de ce passeport qui pouvait nous permettre de continuer à aller au restaurant ou continuer à voyager. Alors ça, c'est une des rares réponses que vous avez eues à toutes vos nombreuses questions. Prenons un petit peu de recul et on reviendra dans la deuxième partie sur ce qui s'est passé. Virginie Giron, d'après vous, en fin de compte, aujourd'hui, on parle de la réforme des retraites. Il y a les agriculteurs qui sont place des Invalides à Paris aujourd'hui. Quelles sont les priorités des Français et comment votre parti compte y répondre? Alors, je pense que le premier sujet aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. On a bien vu qu'il s'est dégradé au fur et à mesure des années, surtout depuis les années plomb Macron. On a vu cet été avec la crise en Ukraine a fait que du jour au lendemain, le prix de l'essence avait augmenté, alors que c'est
comme l'alimentation, c'est quand même un accès à des besoins nécessaires, et on se rend compte du jour au lendemain que tout ça s'écroule. Une crise, avec la crise Covid où beaucoup ont perdu leur emploi, une remise en question avec la crise énergétique où on voit que beaucoup d'artisans n'arrivent plus à payer leurs factures. Donc le pouvoir d'achat reste pour nous la priorité essentielle. Restaurer le pouvoir d'achat, donc avec une sécurité des emplois. La retraite, c'est pareil, on veut bien travailler toute une vie, mais on veut savoir à partir de quand on peut partir en retraite, parce que là aussi, ça nous permet de savoir si on veut travailler plus pour gagner plus ou pas. Et la sécurité, évidemment, la sécurité alimentaire, la sécurité physique avec des moyens nécessaires en matière de police. Et puis après, j'ai envie de dire tout ce qui concerne la restauration de la confiance envers nos institutions et le service public. On l'a bien vu avec la santé, que l'accès à l'hôpital aujourd'hui était difficile, l'accès à la santé est encore pire, parce que on le voit juste en termes d'achat de médicaments de base, des génériques, on n'y a plus accès, alors que quand même on se dit 6e puissance mondiale, on se retrouve presque au même stade que certains pays du tiers-monde. Donc voilà un petit peu notre vision où en fait on voulait plus de France, mais on se retrouve avec moins de France. Donc défendre la France et les Français, notamment restaurer notre souveraineté nationale. D'un point de vue européen, puisque je suis au sein du Parlement européen, je vois que tous les rapports qui concerneraient la restauration des emplois locaux, par exemple, on veut faire un peu développer le numérique, donc les data centers. Donc dès qu'il y a un rapport qui touche le numérique ou les data centers, quand on veut que les emplois soient relocalisés en France ou voire en Europe, il n'y a pas de protection. Alors qu'on voit bien qu'aux États-Unis, en ce moment, ils sont en train de mettre en place un système pour protéger et faire même venir des entreprises étrangères. Donc on est là à vouloir, nous, restaurer la confiance envers les institutions, parce qu'on voit qu'elle s'est dégradée, notamment avec un absentéisme de plus en plus important lors des votes. Et puis là, on le voit avec cette réforme des retraites, où on a presque 72% des Français qui sont contre cette réforme. Et malheureusement, l'Assemblée nationale, le gouvernement Macron, n'a pas voulu entendre et fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat autour de cette question qui est essentielle pour les Français. Alors, restaurer la confiance, augmenter la transparence dans les décisions sont des choses qui sont louables. On va dire tout le monde pourrait répondre la même chose. Aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance dans les institutions ? Mais ça dépend qui les dirige. L'exemple type, c'est la Commission, puisque je suis députée européenne, c'est que d'un côté, elle met en avant plus de transparence, et c'est pour ça que j'ai pris ce dossier en main. Et en fait, le plus gros contrat d'achat qu'elle a entrepris, c'est-à-dire l'achat des contrats 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses, eh bien, il y a un manque de transparence totale. On ne peut pas imposer aux partis politiques, là, ils sont en train de mettre en place une législation pour que les partis politiques, lors des prochaines échéances électorales, mettent plus de transparence en termes de publicité. Je veux bien, il n'y a aucun problème, on est les premiers à appliquer les lois. Mais que ces valeurs et que ces principes, ils se les appliquent à eux-mêmes, que ça soit pour les contrats d'achat, que ça soit pour les lobbies, que ça soit les ONG qui rentrent au sein du Parlement. Et là, il y a un manque de transparence de la part de la Commission. Effectivement, vous l'avez évoqué, c'est l'affaire du Qatargate, on en parle peu quand même dans les médias en France, mais qui est un scandale énorme, parce qu'il remet en question toutes les valeurs et les principes de ces institutions, mais aussi de certains partis politiques. Puisque là, pour le coup, Qatargate, ça touche essentiellement les socialistes. SND, c'est social-démocrate, et ils s'appellent aussi les progressistes. Donc les socialistes passent leur temps à nous attaquer dans l'hémicycle, en nous attaquant toujours des mêmes mots, extrémisme, populisme, etc. Complotistes, tous les anathèmes possibles. Tous les anathèmes possibles. Et puis en même temps, donc ils sont là pour nous faire la morale, mais c'est les premiers à être pris la main dans le sac de billets du Qatar. Et puis on est en train de voir que les ONG dites humanistes, parce que l'ONG qui est aussi en question, mise en cause, qui s'appelle Fight Impunity, donc combattre l'impunité,
était une espèce d'association de blanchiment d'argent. Et donc, c'est les mêmes qui d'un côté, brandissent toutes les belles valeurs humanistes, transparence, l'ouverture sur les autres, et on se rend compte que non. Ils se l'appliquent pas. Ils se l'appliquent pas. Et juste peut-être une question plus personnelle, est-ce que vous avez été vent debout contre l'Agence européenne du médicament et toute cette, on va dire, cette corruption, cette manque de transparence? Qu'est-ce qui vous a mené à prendre ce combat à titre personnel? Moi, ça a été le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron. Là, parce que juste avant, nous avions voté au Parlement le pass sanitaire. On avait voté contre parce qu'on s'était dit que c'était la mise en place de mesures liberticides, mais c'était au niveau européen parce que c'était un cadre européen. Et pourtant, au Parlement européen, enfin dans l'Union européenne, on avait déjà le passeport vaccinal, ce qui était en projet depuis 2018. Alors, effectivement, c'est intéressant de rappeler cela parce que le passeport vaccinal a été voté au Parlement européen en juin 2021. Discours de Macron le 12 juillet 2021. Et effectivement, quand on regarde le calendrier de la Commission, quand on refait des recherches, parce que il y a un manque de transparence pour certaines choses, mais après, pour d'autres documents, il faut aller sur le site, il faut aller chercher, il y a quand même pas mal de données. Après, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps, mais il y a des informations, des documents très intéressants. Et d'ailleurs, je m'appuie que sur ces documents pour ne pas être attaqué de fake news. C'est très important, vu le combat qu'on mène. Vous savez très bien qu'il faut toujours sourcer toutes nos actions et tous nos propos. Et donc, on voit dans cette roadmap, ils appellent ça une roadmap, on voit que depuis 2018, ils réfléchissaient pour la mise en place d'un pass vaccinal, un passeport vaccinal. Et déjà, en 2019, ils avaient l'idée de mettre en place un pass vaccinal, où dedans, on aurait pu mettre tous les vaccins qu'on a eus depuis notre jeunesse, parce qu'ils disaient que c'était suite à l'épidémie de rubéole et de rougeole. Et donc, en fait, moi, le déclencheur, ça a été ce discours, parce qu'on allait tous partir en vacances, et en fait, on est en train de nous dire que pour aller au resto, pour aller au loisir avec les enfants, dans les parcs d'attractions, il fallait se faire vacciner. Et on rappelle qu'il y avait certains ministres qui disaient qu'on n'aurait jamais à utiliser ce pass pour aller au resto. Exactement. Et là, on se rend compte que pour aller tout simplement en activité banale, il fallait se faire vacciner. Et là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde de plus près tous ces contrats. Cette perte de liberté, donc. C'est cette perte de liberté qui a été le déclencheur. Pour moi, c'est inacceptable. Je peux comprendre que pour le collectif, qu'il y ait des mesures de contraintes de liberté, c'est normal. Hein. Qu'elles soient temporaires, on peut le comprendre. Mais là, pour moi, il n'y avait pas d'urgence et il n'y avait pas de nécessité sur le fond à ce que d'un coup, il y ait toutes ces mesures liberticides les plus absurdes, les plus dingues. Aller au restaurant, avant, moi, pour moi, les données de santé, c'est personnel, c'est presque secret. Et du coup, du jour au lendemain, on nous dit pour aller manger au restaurant, il faut montrer, savoir si tu es vacciné ou pas à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc on a mis ça de côté. Puis après, on s'est rendu compte pour quelque chose finalement qui n'était pas efficace. Donc le bénéfice-risque de cette décision. De ces mesures liberticides, et en plus, là, quand on voit jusqu'où ils sont allés à exclure toutes les valeurs que normalement que le Parlement ou tous ceux qui nous attaquent vendent, c'est-à-dire il faut pas discriminer, il faut pas stigmatiser, il faut pas exclure de la société. Et d'un coup, tout ça, ça a été balayé d'un revers de la main. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui ont perdu leur métier, qui ont des difficultés financières. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on a considéré que il fallait qu'ils se fassent vacciner. Donc, on est toujours, et je le rappelle parce que on est quand même encore le seul État européen qui perdure dans la volonté d'exclure, de discriminer, de stigmatiser une certaine population de la société. Donc ça, ce sont les suspendus qui ont décidé de ne pas succomber, on va dire, à cette pression liberté, et à cette loi. Je pense pourquoi la liberté, parce que ce vaccin, et c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes, a bien indiqué que c'était dans l'histoire des vaccins, c'est le seul qui est sorti entre 12 et 24 mois. Normalement, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, je veux bien qu'on puisse obliger des gens à être vaccinés pour un vaccin qui a 30 ans d'ancienneté et dont on sait que sur court et moyen terme, les effets secondaires sont bas ou voire sont nuls. Là, il y avait aucun recul. On peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner ou vacciner ses enfants sur un produit dont on ne savait rien. Et quand on posait des questions, et d'ailleurs de la part de professeurs émérites, on n'avait pas les réponses. Et quand ils posaient ces questions, ou même quand il y avait des assertions plus précises, ils se faisaient attaquer, bousculer et éjecter.
Alors tout à l'heure, vous avez rappelé que c'était un des plus gros contrats, 71 milliards d'euros dans l'achat par l'Union européenne de ces vaccins. Aujourd'hui, presque 2 ans après, est-ce que vous voyez les mentalités des députés évoluer sur leur position et sur leur vote? Pour rappel, ils ont eu l'opportunité de se prononcer l'année dernière pour le pass sanitaire puisqu'il a été reconduit pendant 1 an. Il faut savoir que le pass sanitaire, donc le cadre européen, a été reconduit pour 1 an jusqu'en juin 2023. Ils ont vu qu'une partie de la population était contre la mise en place et aussi la reconduction, puisqu'il y a eu une consultation publique qui est visible sur le site de la Commission, qui ont interrogé la population, faire croire qu'il y avait une démocratie, qu'il y avait une consultation citoyenne. Il y a eu à peu près 385 477 avis. On les a consultés avec mon assistant. Il y a à peu près 99% d'avis négatifs. Donc, les députés savaient qu'il y avait une grogne de la part de leurs concitoyens. Et c'est pas pour ça qu'ils ont voté 1 mois après contre la mise en place de ce pass sanitaire jusqu'en juin 2023. 430 votes favorables, une vingtaine d'abstentions, et le reste, dont on fait partie dans notre groupe Identité et Démocratie, on a voté contre. Donc déjà, là, ça a bloqué. Par contre, il y a un autre élément, parce que les députés, je ne peux pas parler en leur nom. Moi, j'en croise quelques-uns dans les couloirs. Certains me font un petit pouce super continu, d'autres ne disent rien. Mais on a un autre élément qui pourrait nous conforter dans le fait qu'ils ont compris qu'il y avait un problème, c'est la 4e dose. Il y a eu une campagne de vaccination ouverte aux députés européens. Ils ont vite fermé le centre. Et puis après, je regarde les statistiques qui viennent de sortir, qui est une étude du Parlement européen, donc source officielle. Au niveau de l'Union européenne, la 4e dose, ils appellent ça le 2e booster, ça fait moins peur aux gens. Il y a eu 6,2% au niveau européen. La France, c'est 5%. Portugal, c'est 5%. Et Bulgarie, 1%. Donc, le flop de la 4e dose, qui est sans doute partagé par les députés, montre qu'il y a, un mouvement, un petit recul par rapport à cette stratégie vaccinale. En revanche, en commission, comme je vous l'ai dit, il y a une poignée de députés que maintenant tout le monde connaît, hein, Rob Roos, Sylvia Limer, Christine Anderson, Christian Terres, Francesca Donato, Margherita de la Pisa qui est de Vox aussi, SND aussi, la socialiste, elle pose aussi des questions maintenant un peu plus pointues, et aussi de la part des Verts, hein, faut le dire, où effectivement il y a une tendance à poser des questions qui fâchent. Donc ce qui veut dire quand on pose des questions qui fâchent, ça veut dire qu'il y a un début de réflexion sur la question où le narratif s'est stoppé et est en train d'être remis en question. Alors bon, vous avez posé des questions, vous commencez à avoir des réponses, il y a une certaine évolution. Essayons de rentrer un petit peu dans le détail. Donc il y a eu une enquête du procureur européen sur les 3 contrats Pfizer qui a été ouverte. On en est où? Alors, à ce stade, quand je dis ouverture d'enquête, je ne sais pas. Ils ont fait un communiqué au mois d'octobre en disant qu'ils ont reçu des signalements. Et je fais partie de ces gens qui ont fait ce signalement. Depuis le mois d'octobre, je n'ai aucun retour de la part de ce procureur, d'autant qu'on a envoyé via mon avocat 2 courriers pour lui dire que je me tenais à sa disposition en tant que témoin. Vous n'avez pas été auditionné, rien du tout? Rien du tout. J'ai reposé la question il y a 2 semaines en commission des coordinateurs du groupe au sein de cette commission Covid auprès de la présidente, puisqu'elle avait dit elle aussi quand elle a eu connaissance que le procureur avait été saisi d'une demande d'enquête concernant ce sujet des achats de contrats Pfizer. Elle avait dit qu'elle se tenait à sa disposition et elle non plus n'en sait pas plus. Donc pour l'instant, pas de nouvelles. Alors des fois on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je n'en sais rien, mais on suit effectivement, je suis le dossier de près et puis je n'hésiterai pas à la relancer. Alors là, on a vu dans les derniers jours qu'il y a eu des nouvelles négociations avec Pfizer pour diminuer le nombre de doses qui sont achetées en augmentant le prix pour garder, on va dire, quelque part leur revenu, le chiffre d'affaires constant. Vous avez pris quelle position vis-à-vis de ça? Là aussi, on parle de transparence tout à l'heure, cette méfiance des citoyens parce qu'il y a un manque de transparence des institutions. Je fais partie de cette commission. La présidente fait partie de cette commission. On est toutes les semaines en audition. On a des réunions tous les 2 jours, on a des emails tous les 2 jours. Il faut que j'aille lire Reuters pour apprendre que la commission est en train de négocier avec Pfizer les prix des doses et la surcommande qu'ils ont passée. C'est inacceptable. Ça veut dire qu'on est vraiment des marionnettes dans ce jeu de la commission Covid, qui est pour moi effectivement
qu'un effet de manche, puisqu'on est là, on pose des questions, on ne répond pas, on n'est même pas au courant que la commission est en train de renégocier les contrats. C'est inacceptable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la présidente, avec toujours les mêmes députés, qu'elle se saisisse rapidement du dossier. On veut savoir, parce que si c'est en cours, c'est pas après qu'on va poser les questions, c'est maintenant. Donc, effectivement, on a appris via cet article que des négociations étaient en cours, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dénoncé dès le départ, et c'est pour ça que je me suis lancée dans le dossier, c'est que on est 447 millions de citoyens européens. Dès le départ, 4,6 milliards de doses. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi avoir favorisé Pfizer, 2,4 milliards de doses que pour Pfizer? Pourquoi autant, sachant qu'on n'est que 447 millions, qu'on n'avait aucun recul par rapport... Parce qu'au début, quand on nous a vendu les injections, on est tous partis avec 2 doses. On s'est dit, bon, c'est ce qu'ils avaient vendu. 2 doses et la liberté. 2 doses et la liberté. Et après, c'est bon, vous pourrez courir dans les prés, tout se passera bien. Et en fait, non. On s'est rendu compte que 3, 4, 5, 6, on ne sait plus. Et vu le plan de 4,6, si on réduit ça au nombre d'Européens, c'était 10 doses par personne. Mais là, donc, ils se sont rendus compte qu'il y a, je vous l'ai dit, flop de la 4e dose, un surplus de stock, le système COVAX qu'ils ont mis en place, qui est donc le système de récupération des stocks, ne fonctionne pas. Pour aller en Afrique. Hein, pour aller en Afrique, parce que les Africains n'en veulent pas. Ils se disent qu'ils veulent bien les frigos qui vont avec le vaccin, mais ils veulent pas les vaccins. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont trouvé d'autres alternatives. En général, les Africains, ils préfèrent la nourriture que le contenu. En plus, exactement. Donc, le système COVAX est un flop. Il se retrouve avec des États membres. Rappelez-vous, les pays baltes ont déjà grogné cet été parce qu'ils voulaient avenanter le contrat, parce qu'ils se retrouvent avec des doses importantes et ils savent pas, personne n'en veut, donc gaspillage. Donc là, ils sont en train de négocier. J'ai lu dans le Reuters que c'était pour 1 demi-milliard de doses en moins. Mais du coup, Pfizer, ils s'étaient engagés, ils ont fait un business plan sur plusieurs années, puisque en 2020, les contrats d'achat allaient jusqu'en 2023. Donc 2,4 milliards de doses jusqu'en 2023. Et donc là, ils sont en train de renégocier jusqu'en 2024. Donc ce qui veut dire, d'un côté financièrement, renégociation, mais ça veut dire que pour nous, ils envisagent que le Covid va continuer déjà jusqu'en 2024 avec un rappel de doses. Et il faut savoir que dans les contrats qui ont été grisés, l'accès au prix, on ne l'avait pas. C'est grâce au rapport de la Cour des comptes qu'on a eu une moyenne de prix qui était à 19,50 €. Le problème, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, eux aussi ont le même problème. Ils veulent, puisque ça a été gratuit par les États membres, mais ils ont dû aussi négocier les prix en amont. Et maintenant, ils sont en train de négocier des prix entre $110 et $130. Donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir le même tarif, moins de doses, mais plus cher, et pour combien de temps? Puisque si c'était jusqu'en 2023, ça devrait s'arrêter en 2023. Là, ils parlent de 2024. Donc moi, j'ai peur qu'ils renégocient moins de doses, prix plus important, et surtout jusqu'à quand, quoi? Parce que ça veut dire si on va jusqu'en 2024, c'est qu'ils gagnent encore 1 an. Ben, c'est du tout bénéf pour Pfizer quelque part là. Ben là, le bénéfice-risque, on enlève le risque, c'est juste bénéf. Vous avez dit que, en fait, quelque part, en tant qu'eurodéputé, vous êtes une marionnette. Est-ce que, donc, dans le cadre de la gestion Covid, est-ce que vous pensez que c'est vrai pour tous les sujets? Oui, parce que l'idéologie de la commission, c'est elle qui décide de la plupart des sujets des rapports à voter. L'exemple là qu'on a, c'est moi en marché intérieur, donc j'ai la commission Covid qui est une commission spéciale, et je suis aussi dans le marché intérieur. Et là, on a eu un rapport qui s'appelait transparence et ciblage de la publicité des partis politiques. Alors quand j'ai vu ce dossier arriver, j'ai regardé le préambule, et dans le préambule, tout de suite en gras, c'est écrit « Il faut protéger la démocratie des ingérences étrangères ». Comme par exemple Brexit et les élections de Trump. Donc la peur et le résultat de ces élections ont permis cette nouvelle réglementation. C'est pas parce qu'il y avait une défaillance ou une demande des États membres. C'est la Commission. Alors sans doute par rapport à des États membres et des partis politiques, on réfléchit sur la question. Ils ont dit, on va mettre en place cette nouvelle législation qui sera contraignante et il y aura sans doute des sanctions. Là, on est au début des négociations parce qu'en plus, c'est que de la publicité qui concerne le numérique. Donc, ça veut dire que là aussi, dans les petits pays où ils n'utilisent pas le numérique, ils n'auront pas les mêmes contraintes de publicité pour leurs partis politiques. Donc, on a
effectivement, alors je dis marionnette, je le dis vraiment pour la commission Covid parce qu'on se rend compte qu'il y a pas de communication même de la part de la présidente. Elle pourrait communiquer pour d'ailleurs la transparence de la commission. Elle pourrait ouvrir les débats en invitant des experts différents, ce qu'elle ne fait pas. Après, pour d'autres sujets, c'est vrai, quand on prend le terme marionnette, c'est qu'on n'a pas la main sur la proposition de la loi. On pourrait, y a pas. Donc ça nous tombe à la verticale et on doit faire avec. Une sorte de chambre d'enregistrement quelque part. Exactement. Même si on défend des amendements, même si là on va récupérer un dossier, on va essayer d'impulser une nouvelle ligne. Mais c'est vrai que c'est très fermé. C'est vrai que la démocratie, le pouvoir des députés de changer ou de modifier certains rapports est assez limité. Alors, si vous le considérez comme ça, peut-être que le président de Pfizer peut aussi le considérer comme ça. Est-ce que ça pourrait être pour ça qu'il a décidé de ne pas venir vous rencontrer suite à votre demande d'être auditionné? Je pense qu'il ne s'attendait pas effectivement à cette puissance, parce que c'est une puissance finalement qu'on a eu tous, parce qu'on a tous nos réseaux sociaux, on a tous été depuis 2 ans, on est sur le terrain, entre guillemets, donc on a cette petite notoriété qui permet finalement d'informer les gens et de changer aussi de position. Et je pense que effectivement, cet impact-là, ils en ont pris conscience, d'où le fait qu'ils ne soient pas venus. Alors nous, c'est pas grave, on continue, hein. Nous, c'est-à-dire toujours les mêmes députés, on a redemandé à la présidente, donc on l'a convoqué 2 fois à ces auditions, il a refusé 2 fois. Donc on a fait une lettre pour qu'il nous réponde à tout un tas de demandes. Moi, la seule question, c'était sur la transmission des SMS et le contenu des SMS. Évidemment, ils n'ont pas répondu. Donc on a dit, s'il ne répond pas à cette question, il y a 2 autres demandes. 1, la levée des badges pour aller au Parlement, parce que tous ces lobbies, ils ont un droit d'entrée permanent au sein du Parlement, donc on a considéré qu'il fallait leur ôter. Donc c'est la sanction, ça, on va dire. Ça, c'est une sanction. Attention, c'est juste demandé. C'est pas encore acté. Donc c'est demandé, lever des badges pour accéder au Parlement, et on a demandé une audition de Madame van der Leyen dans notre chambre de la commission. Donc là, c'est demandé à la présidente. On va voir si ça aboutit. Pourquoi on l'a fait et ça tombe bien? Pourquoi ces 2 demandes ont été acceptées par les partis politiques? Je dis pas la majorité des partis politiques, on n'était qu'une majorité puisqu'on était en nombre supérieur, mais c'était pas les partis les plus importants du groupe, comme je vais le dire, hein, c'est Renew et PPE, n'ont pas validé ces 2 demandes. C'est le reste des groupes qui ont validé. Donc ils veulent pas savoir quelque part. Ils veulent pas savoir. Mais comme nous étions majorité, la présidente a acté cette demande. Mais c'est pas encore acté. Et pourquoi ça tombait bien? Parce qu'elle Qatargate. Parce que le Qatargate, c'est le scandale des institutions et ça remet en question toute la probité, toute cette valeur de transparence qui nous rabâchent toute la journée ou nous font la leçon à nous de morale. Donc là, Madame Van Braun, qui fait partie de ce groupe des socialistes, et d'ailleurs, quand elle a commencé cette commission, elle a tout de suite rappelé, oui, pour des raisons, la transparence, c'est important, donc je vais demander, encore une fois, l'accès à l'intégralité des contrats, les SMS, et donc elle a acté ces 2 demandes. Mais parce que le contexte est aussi un peu différent. Donc le Qatargate, quelque part, sert les intérêts de la transparence au sujet de ces contrats. Oui, parce que comme dit, pendant des années, ce sont des valeurs qu'ils ont mis en avant, humaniste, transparence, probité, et c'était aussi les thèmes sur lesquels ils ont surfé pour nous attaquer, et là, ils se retrouvent pris au piège, à leur propre turpitude. Et donc du coup, ça touche, là on n'en parle pas beaucoup, mais ça touche tous les socialistes, parce que ça touche les Grecs, ça touche les Italiens. C'est un système. Je fais partie aussi de la commission jury. Vous allez me dire, elle n'arrête pas. Je fais partie de la commission jury. Donc, dans cette commission, on a eu à débattre de la levée des immunités de ces 2 députés. Cozzolino, l'italien, et Tarabella, le belge. Madame Van Brandt, elle est socialiste et belge, donc ils se connaissent. Ce sont des députés qui ont entre 15 et 20 ans de mandat. Donc, ce ne sont pas des novices. Ils ne peuvent pas dire « Oh, j'ai oublié de déclarer mon voyage au Qatar. C'est pas moi, c'est l'assistant. » C'est pas possible. Moi, je veux bien. Je suis débutante, je suis novice. J'ai encore je pourrais avoir cette naïveté. Mais eux, ils sont là dans la maison, ils savent comment ça fonctionne. Donc, quand j'entends Cozzolino en commission jury, quand il débat de sa demande de levée d'immunité, il peut pas dire de toute façon, on pouvait pas ne pas la lever, il avait aucun argument, mais qui nous dit qu'il découvre presque la délégation Macrèche, c'est là où il siégeait,
Alors, quand je regarde son mandat, il y était depuis 15 ans. Donc voilà, ils sont en train de se prendre ça là dans les dents, j'ai envie de dire. C'était décembre, là l'enquête est en cours. Il faut savoir qu'Eva Kaili donc est toujours en prison, son concubin aussi. Panzeri maintenant, donc qui était un ancien député italien, qui est un peu le cerveau de la mise en place de tout ce système, parce que c'est tout un système avec c'est le Qatargate qui est mis en avant, mais aussi le Marocgate et tout ce système qui a été mis en place. Ça fait des années qu'il perdure, et donc on va découvrir, à mon avis, d'autres. Enfin, il y aura des suites, quoi, parce qu'il est en train de parler. Je crois qu'il a négocié déjà avec la Belgique le fait que s'il se met à table, il aura une sanction allégée. Donc on attend le reste. Donc ce qui veut dire que ce contexte-là, le Qatargate, nous permettra nous de continuer notre travail d'enquête pour voir s'il n'y a pas un Pfizergate. Quand vous voyez donc vos collègues députés ne pas vouloir savoir, qu'est-ce que avec votre groupe, qu'est-ce que vous vous dites vis-à-vis de ces gens qui ont plus d'expérience? Ils ont quelque chose à cacher, ils ont par rapport au Pfizergate. Ouais, par rapport de manière générale. Si vous questionnez leur rôle, leur utilité, c'est pas que les députés, c'est d'une manière générale, c'est l'humain. Il y en a, ils veulent savoir, d'autres, ils veulent pas savoir, d'autres sont très bien à être dans leur coin, à cumuler les mandats et à pas aller au front. C'est une question de mentalité, c'est une question de valeur aussi. Donc c'est bien de renouveler, on va dire, les députés de manière à justement amener du sang nouveau et éviter qu'ils s'encroutent. Ouais, il y a ça, mais après les valeurs, on les a ou on les a pas. Quelque part, c'est une question fondamentale. Virginie Joron, il y a une autre position dont on a peu parlé, mais qui a, on va dire, été fort publiée sur les réseaux sociaux, c'est sur l'alimentaire. Il y a eu un usage de la poudre de grillon qui est en train d'être approuvé dans les produits alimentaires. C'est encore une nouvelle chose. Donc ça fait parler dans les chaumières. C'est pas si nouveau que ça, mais là, la nouveauté, c'est que on est en train, là aussi, de franchir une autre étape. C'est-à-dire qu'en 2015, il y a eu ce vote au Parlement européen pour ouvrir la liste des aliments aux insectes. À l'époque, déjà, nous étions contre. Donc ça, c'est en 2015. À l'époque, en 2015, aussi des études concernant l'intégration des insectes dans les aliments, toutes les études étaient un peu critiques. Elle disait même, dans une des études de l'EFSA, donc c'est cette agence de la sécurité alimentaire, disait attention, on ne peut pas faire ingérer les insectes par le bétail. Donc ça, c'était en 2015. Donc qu'est-ce qui s'est passé là en 7 ans? Il y a eu effectivement des colloques, des forums, des sommets Davos avec un agenda 2030 où aujourd'hui, si c'est pas le Covid, c'est le climat. Et encore, je parle pas de la crise en Ukraine. Donc là, le climat, donc ils sont tous obsédés par la transition énergétique. Donc il y a le Green Deal qui a été mis en place là en 2009, qui a un impact sur tous les domaines. Donc on l'a vu en matière d'automobile où on veut nous faire enlever nos vieilles 2 chevaux en voiture électrique. Donc là, ça fait partie du même projet. Considère qu'il doit y avoir une transition alimentaire pour faire baisser nos émissions de CO2. Donc avec tout un projet de mise en place, de changement de consommation. Donc que ça soit pour le bétail. Donc ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que déjà ils avaient accepté que le bétail puisse ingérer la poudre d'insectes. Et là, la nouveauté, c'est dans les aliments. Et donc là, effectivement, j'arrive au bureau le 3 début janvier. On reçoit des coups de fil en nous disant « Mais est-ce que vous avez vérifié cette histoire ?» Donc évidemment, je vais vérifier. Et je me dis « Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce règlement signé par Madame von der Leyen le 3 janvier qui autorise la poudre de grillon Aketa domesticus, donc c'est la poudre de criquet domestique, à remplacer les farines de blé dans les biscuits, les purées, dans les soupes, dans la bière, il y a toute une liste d'aliments. Et je me dis mais c'est quoi cette folie? Et est-ce qu'il y a eu toutes les études nécessaires pour prouver là aussi, donc je reprends le dossier, je commence à lire tous les articles. Alors c'est lourd parce qu'à un moment donné ils disent pour, après c'est contre, après on sait plus. Donc du coup, je fais une question écrite auprès de la commission pour qu'elle éclaircisse sa position. Parce qu'à un moment donné, l'agence alimentaire dit en concernant les allergies qu'effectivement il pourrait y avoir des allergies. Donc ça nécessite un étiquetage. Et ensuite, elle dit, oui, mais bon, quand même, il faut faire plus d'études. En dessous, la commission qui dit,
que l'étiquetage n'est pas nécessaire pour les allergies, mais qu'elle renvoie à un autre article. En dessous, vous avez encore un article de l'agence alimentaire qui dit il faut de l'étiquetage, mais pas sur tous les produits. Donc en fait, c'est pas clair. Donc là, on repose la question. Mais c'est tout le problème de tous ces règlements qui sont faits à la va-vite. On ne sait pas d'ailleurs qui les écrit. Et on se rend compte que c'est en marche forcée, quoi. C'est en marche forcée qu'ils nous mettent en place un nouveau système d'alimentation qu'on n'a pas forcément choisi. En plus, sous prétexte de transition énergétique, on nous vend la poudre de criquet qui va changer toutes les farines de soja. Donc ça veut dire pour le bétail, plus de farine de soja, farine d'insectes. Idem pour l'alimentation. Donc avec très peu d'études aujourd'hui qui démontrent que ça n'a pas d'impact sur du moyen et court terme sur notre santé et aussi pour ceux qui sont allergiques. Et on voit derrière que le projet, il faut le recouper, c'est ce qu'on regardait hier encore une fois avant de préparer l'émission, c'est que d'un côté, il se félicite de faire plus de 200 000 tonnes d'insectes par an, la société La Nouvelle à Amiens, et en même temps, on se rend compte qu'on exporte plus de 200 000 tonnes de bovins à l'autre bout du monde. Donc on est en train d'essayer de changer les mentalités où on nous culpabilise de manger du steak. Il faut voir ce qui s'est passé cet été aux Pays-Bas, où on veut réduire de 30% le cheptel du bétail. En échange de quoi? En échange de la volonté de mettre en place des usines d'insectes, avec aucun recul. Et puis, j'ai envie de dire, on n'a pas toute cette évolution de l'humain. Carnivore à insectivore. Ouais, et puis toute cette évolution de l'humain, est-ce que c'est écrit qu'on doit manger aujourd'hui des insectes pour survivre? Et idem pour le bétail, on a bien vu le scandale des farines animales avec le saumon. Est-ce que demain, ce sera pas la même chose avec les insectes? Alors le gain, ils le disent tous, c'est le gain énergétique, c'est le gain aussi financier pour les industries, mais et pour le consommateur. Et on se rappelle de la crise de la vache folle en Grande-Bretagne. Exactement. Et le consommateur dans tout ça. Toutes les maladies, donc il faudrait quand même avoir un petit peu plus de vérification. Aujourd'hui, donc, vous êtes sur France Soir, un média qui a été attaqué comme beaucoup de médias alternatifs. Vous avez toujours accès aux médias, on va dire mainstream? Je ne sais pas, on se tourne en rond, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que je suis ouverte à toute proposition, mais aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est que ces médias mainstream ne font pas vraiment de l'information, dans le sens où ils ont déjà des a priori. Quand ils invitent quelqu'un, c'est souvent à charge, et c'est pas pour avoir de l'information brute ou de s'intéresser au sujet. Donc moi, je préfère travailler avec d'autres médias, de donner la parole à tout le monde. Et on l'a vu pendant la crise Covid, beaucoup de collectifs sont mis en place, des blogs, des spaces comme hier. Et c'est vraiment d'aller vers le citoyen, donner la parole à ces nouveaux médias. Je trouve que c'est sain dans ce monde où on voit que c'est un microcosme qui est bloqué, qui est dans une pensée unique et finalement ne permet pas le débat, ne permet pas la critique et ne permet pas d'évoluer et peut-être d'échanger sur des bases saines. Donc vous n'y avez peut-être pas accès, mais en tout cas vous ne considérez pas que ce soit un problème. En préparant cette émission, vous m'avez dit que vous allez, je crois, au Nigeria. Oui. Pour la Commission européenne, pour l'Europe, pour contrôler les élections. Ouais. Pour le Parlement, en fait, on a cette opportunité pour le Parlement d'aller vérifier si la démocratie, comme je l'ai dit, ça fait partie des valeurs de l'Union européenne, si la démocratie est respectée. Donc effectivement, j'ai été invitée par le Parlement pour aller au Nigeria, puisqu'il y a des élections qui vont se dérouler le 25 février et le deuxième tour le 11 mars. Donc chaque parti politique a un représentant. Et donc c'est moi je vais y aller pour le groupe ID. Donc ça tombe bien parce que c'est une expérience toujours intéressante de voir comment se déroulent les élections ailleurs, surtout dans ces pays qui sont dits critiques ou qui respecteraient pas la démocratie. Alors Nigeria, on rappelle, on a reçu dans un débriefing le professeur Babalola parce que le Nigeria est un grand pays utilisateur d'ivermectine, je crois plus de 100 millions sur les 200 millions à cause de la maladie de la cécité des rivières. Et j'avais reçu le professeur Babalola qui nous avait dit que il y avait le laboratoire Merck qui avait fait une intervention auprès du ministère de la Santé pour éviter d'utiliser l'ivermectine
dans le cadre de la Covid. Donc, je vous invite peut-être à prendre rendez-vous j'aimerais avec bien. lui, Ça parce serait avec qu'il aura grand peut-être des plaisir. choses à vous dire. Avec grand plaisir. Je pense que c'est intéressant de partager, y compris de voir comment la démocratie fonctionne dans ces pays, mais peut-être comment elle fonctionne en France, la démocratie, d'après vous? Comme dans les institutions, pour moi, elle n'existe plus. On le voit là, quand il y a eu la mise en place du pass sanitaire. Vous avez vu aux heures qu'ils débattaient, à des heures pas possibles. Là, on l'a vu hier avec la réforme des retraites, où il y a eu pas des menaces, mais ils ont empêché certains députés à rester dans l'hémicycle avec des appels téléphoniques. Oui, ça, c'est Marine Le Pen qui est venue et qui a fait une alerte en disant Bien c'est sûr. inadmissible. Parce qu'en tout cas, il y a 4 personnes qui avaient reçu des SMS comme C'est quoi ça. leurs enfants étaient hospitalisés. Exactement. Et pour qu'elles c'est puissent... du jamais vu, ça. C'est du jamais vu, pour qu'elles puissent s'absenter, aller se recueillir auprès de leurs proches. Et si elles étaient parties, elles auraient fait tomber la motion de référendaire que Marine avait présentée. Donc il y a des attaques de la démocratie, donc là c'est factuel, mais vous en avez tous les jours. Alors, comme je l'ai dit, avec le pass sanitaire, où là la loi d'état d'urgence a mis à empêcher tout débat sain. Et on l'a vu au Parlement européen, donc les commissions Covid où on vous dit on nous n'écoute pas ou on nous entend pas. Et donc oui, ils prennent des décisions là en ce moment, même par rapport à la crise en Ukraine. Il n'y a pas de consultation. On envoie des armes, il n'y a pas de consultation. Donc la démocratie, malheureusement, tous ces pays qui mettaient ça en avant, aujourd'hui, ouais, il y a un déficit de démocratie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'Union européenne envoie des eurodéputés pour contrôler la démocratie dans les pays africains, mais on n'envoie pas des personnes pour contrôler comment elle fonctionne dans nos pays et savoir si elle fonctionne bien. Alors moi, je rappelle que dans le cadre de François, quand on a perdu notre agrément, eh bien, il y a des gens de l'ONU, notamment tous ceux qui s'occupent des régimes tyranniques et des pertes de droits de l'homme, qui sont intervenus à la cause. Ce qui veut dire qu'il y a quelques organisations qui se soucient du fonctionnement de nos démocraties. Je tiens à les remercier parce que ça a été très important. Bien sûr. Donc, cet élément-là est pour moi un élément fondamental. Virginie Joron, donc un entretien essentiel, on va dire complet. Merci beaucoup. On rappelle, vous êtes proche du peuple avec ces spaces. Vous avez une forme de nouvel exercice de la démocratie, nouvel exercice du mandat de député qui est très proche de ce qu'on essaye de faire chez François, dans la mesure où on essaye de donner la parole aux gens, d'être proche, d'avoir une approche participative du média. Peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs? Ouais. Que je les aime aussi. Non, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ce space, c'est la première fois, j'avoue, j'ai pas mal de demandes, d'emails, et j'essaye à chaque fois de répondre à tout le monde. C'est pas évident. Et quand j'ai eu ce coup de fil, c'est vrai qu'elle m'a touchée parce que Myriam m'a dit, ça faisait longtemps qu'ils voulaient que je fasse un space. Je savais pas comment entreprendre les choses. C'est vrai que c'est pas évident. On sait pas si c'est ouvert, si c'est sérieux. Donc c'était vraiment une première. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle était tellement heureuse qu'elle a été spontanée. Elle m'a dit on vous aime tellement depuis le temps qu'on vous soutient. Et donc c'est vrai que dans cette crise, il y a eu des choses qui étaient pas très heureuses. Et puis en parallèle, il y a eu cette solidarité qui s'est mise en place, quelles que soient les étiquettes politiques. Qu'en fait c'est plutôt la personnalité, les gens, le combat qui ont été reconnus. Et donc, je pense que moi, je me vois pas avec ce mandat député. Enfin, je reste proche parce que je sais d'où je viens. Je me suis lancée en politique tard et c'est important. On n'est pas tous pareils. Il y a des beaux combats. Le vôtre est très, très noble et très beau. C'est pour ça que je suis contente d'être là et je vous soutiens depuis le début. Je n'ai même pas regardé peu importe l'idéologie, les étiquettes. C'est vraiment la valeur humaine. C'est une qualité pour moi qui est importante, surtout dans des moments de crise où on a vu c'était les uns contre on a monté les uns contre les autres. Encore aujourd'hui, il y a une chasse à l'homme. C'est pas ce qu'on souhaite dans cette société. C'est pas ce qu'on souhaite pour notre beau pays et pour nos ancêtres et pour l'avenir de nos enfants. Donc voilà, je les aime et je les remercie de tout ce soutien parce qu'on a besoin de cette énergie pour continuer le combat.
Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Virginie Joron, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et aux questions qui ont été posées par certains de nos lecteurs, parce que c'est comme ça qu'on prépare nos émissions. Ça fait partie du travail. On demande à la rédaction quelles sont les questions et aussi on vous demande. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions pour les diverses personnes qui viennent sur le plateau. Je tiens à vous remercier aussi de nous suivre, de nous soutenir pour cette information qui se veut loyale, qu'on essaye de donner aussi proche possible de la vérité, même si parfois on a le droit de se tromper. En tout cas, on vous remercie de nous soutenir et à très bientôt. Merci beaucoup.